Bonjour, donc nous allons aborder le dernier cours de cette série sur cancer et immunité. Donc ce cours a pour titre Immunothérapie cellulaire et génique des cancers. Dans le cours précédent, nous avons évoqué une nouvelle forme d'immunothérapie très intéressante qui est fondée sur l'emploi d'anticorps, dont on a vu qu'ils étaient capables d'améliorer la qualité de la réponse immunitaire, en particulier des lymphocytes T, mais pas exclusivement, et ainsi de permettre de contrôler certains cancers. Donc aujourd'hui, nous allons discuter d'une autre stratégie qui repose, comme son nom l'indique, sur des cellules du système immunitaire et éventuellement des cellules génétiquement modifiées. Donc on va passer en revue ce qu'il en est, les principes et schématiquement les deux types de cellules utilisées à ce jour, les TIL, dont j'ai déjà parlé. TIL, ça veut dire Tumor Infiltrating Lymphocytes, donc c'est-à-dire c'est l'utilisation de lymphocytes tels qu'ils sont détectés dans les tumeurs, qui infiltrent les tumeurs, et de les réinjecter aux patients. On va voir dans quelles conditions. Mais le point principal sur lequel j'insisterai, ce sont ce qu'on appelle les CAR-T. CAR, ça signifie, on va le revoir, Chimeric Antigen Receptors. En fait, ce sont des lymphocytes qu'on modifie et dans lesquels on ajoute, donc par modification génétique, un gène artificiel, chimérique, qui permet de fabriquer une molécule qui active ces lymphocytes. On va voir ça, ce qu'il en est. Il y a eu une première génération, une seconde génération. On passera en revue quelles études précliniques ont été menées avec ces cellules, les résultats cliniques dans le domaine essentiellement des leucémies, comme vous pouvez le lire. On se posera la question de savoir si cette approche est immédiatement transposable au traitement des tumeurs solides, dans la mesure où toutes les précédentes, leucémies, lymphomes, myélomes, sont des tumeurs qui diffusent dans le corps sans former de tumeurs solides. On discutera un aspect important de ces thérapeutiques que sont les toxicités. Quelles en sont les conditions d'efficacité ou, à contrario, les facteurs de résistance? Est-ce qu'on peut prédire l'efficacité? Et si on en a le temps, je l'espère, on discutera des stratégies que l'on peut aujourd'hui envisager à partir de ces connaissances pour en améliorer les résultats, notamment ce qui est aujourd'hui un grand défi, l'application aux tumeurs solides. On pourrait citer, j'ai peur qu'on n'y arrive pas tout à fait, mais le fait qu'on peut aussi faire de l'immunothérapie cellulaire et éventuellement génique avec d'autres cellules que les lymphocytes, notamment les lymphocytes natural killers et les macrophages. Je les cite au moins maintenant, si je n'ai pas le temps de les évoquer en fin de cours. Voilà le programme de ce cours. Si on regarde d'une manière générale tout ce qu'on peut faire en termes d'immunothérapie à l'égard des cancers, vous avez au milieu la cellule tumorale schématique. On peut essayer de faire des vaccins dont je guère vous parler, mais qui sont aussi une stratégie à partir des néo-antigènes et les présenter par des cellules dendritiques. On peut utiliser certaines cytokines pour amplifier les réponses immunes. On peut utiliser, c'est ce que j'ai abondamment discuté, les anticorps CTLA4, PD1, PDL1, qui activent la réponse immune. Et puis aujourd'hui, on va discuter ce qui est en bas de la diapositive, l'utilisation de clones de lymphocytes antitumoraux et ces fameuses CAR T-cells, dont des lymphocytes modifiés, pour les rendre capables d'aller tuer des cellules tumorales. Le principe de base de cette immunothérapie cellulaire, c'est de conférer, c'est assez évident on va dire, une propriété aux cellules immunes, quelles qu'elles soient, qui va leur permettre de détruire, de combattre les cellules cancéreuses. Alors les premières stratégies, on le reverra, qui ont été utilisées, c'est d'immuniser avec la présentation d'antigènes, donc soit de néoépitopes, soit d'antigènes qui sont surexprimés par des cellules cancéreuses, d'immuniser des lymphocytes T ou des lymphocytes extraits de la tumeur et les réinjecter aux malades. Et puis la seconde stratégie, celle qui a pris le plus d'ampleur, que je développerai ensuite, c'est donc la modification des lymphocytes pour qu'ils reconnaissent une molécule cible membranaire, on va voir cela, à la surface des cellules cancéreuses qui s'active et qui les tue. C'est schématisé par ce petit dessin simpliste. Un lymphocyte T, bien sûr ce n'est pas qu'un seul, on le modifie génétiquement à l'aide d'un vecteur rétroviral, donc d'un rétrovirus qui est modifié de telle manière qu'il puisse transporter un gène. Ce gène, il va coder pour une protéine, on verra dans le détail tout à l'heure, qui va être exprimée à la surface de lymphocyte T, qui va reconnaître une molécule, ce petit point noir ici, exprimée à la surface de la cellule tumorale, et ceci va entraîner l'activation du lymphocyte T, il va se diviser, il va produire toutes sortes de substances qui sont actives en termes de réponse immunitaire. Il va y avoir beaucoup de cellules générées ainsi, et ces cellules vont être capables de tuer les cellules cancéreuses. C'est le principe
dont évidemment il faut qu'on regarde les détails pour comprendre ce qu'il en est, ce que l'on peut faire et les limites de cette approche. Donc cette approche-là, qui va être celle que je vais le plus développer pendant ce cours, je vous rappelle, c'est celle de la technologie CAR, Chimeric Antigen Receptor. Et on peut le retrouver là, sur ce schéma, avec les deux stratégies qu'on va envisager l'une après l'autre. Celle qui repose sur des lymphocytes T conventionnels, je vous rappelle, qui expriment un récepteur T composé de 2 chaînes alpha et bêta, associé à une série de polypeptides qu'on appelle CD3. Donc le peptide est reconnu par une fraction des éléments alpha, des chaînes alpha et bêta. Je vous rappelle bien sûr que ce peptide est présenté par une molécule d'histocompatibilité. Donc l'idée dans la stratégie immunothérapie avec des lymphocytes T intratumoraux, c'est d'amplifier, d'avoir plus de cellules de ce type qui vont être capables de reconnaître des antigènes tumoraux et de tuer des lymphocytes T. Donc c'est une amplification d'un phénomène naturel. Dans la seconde stratégie, les CAR T-cells, on va créer des molécules chimériques qui n'existent pas dans la nature, où par exemple, en règle, on utilise un fragment d'anticorps, la partie dite variable, avec l'élément de la chaîne lourde, H, la chaîne légère, qu'on relie par une séquence d'acides aminés, parce que ce fragment d'anticorps, il va être capable de reconnaître un antigène à la surface d'une cellule. Il ne peut pas pénétrer dans une cellule, mais à la surface d'une cellule. Et on va relier cette séquence donc, capable de reconnaître une molécule à la surface cellulaire avec un domaine transmembranaire et une région intracytoplasmique qui est susceptible d'induire une signalisation, une activation des cellules. En tous les cas, c'est ainsi que la première génération des CAR T-cells, des CAR T, ont été développées. On verra ensuite que les choses se sont un tout petit peu complexifiées. Mais on va d'abord analyser le début, c'est-à-dire le début qui est sur l'amplification des réponses T telles qu'elles existent dans la nature. La première observation qui a été faite, c'est ce qui se passe dans un contexte légèrement différent, mais qui est utilisé pour traiter des cancers, qui est l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Pour les cancers du sang, les leucémies, depuis des dizaines d'années, on utilise ce qu'on appelle l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, c'est-à-dire qu'on transfère les cellules souches qui proviennent de la moelle osseuse ou qui ont été mobilisées dans le sang d'un sujet bien portant qui n'est pas atteint de leucémie. On va les transférer aux patients malades après qu'on ait tué un maximum de cellules leucémiques. Il va subir, juste avant cette greffe, une chimiothérapie ou une irradiation pour détruire les cellules de son système hématopoïétique, donc dans la moelle osseuse qui fabrique les cellules sanguines. Et l'implantation des nouvelles cellules va redonner naissance aux cellules sanguines, mais aussi, et c'est le point important pour la discussion de cet après-midi, va aussi générer des lymphocytes T qui s'attaquent aux cellules leucémiques, ce qu'on appelle l'effet greffe, graft en anglais, graft versus leukemia. Et cet effet qui est en partie lié au fait que le donneur n'est pas identique génétiquement au receveur, sauf si ce sont des jumeaux vrais, mais c'est très rare. Habituellement, c'est un frère, une sœur ou quelqu'un d'autre dans la population. On a montré que ces petites différences entre personnes donc, qui ne sont pas génétiquement identiques avaient un effet bénéfique parce qu'elles généraient une réponse immune contre les cellules leucémiques. Donc c'était la première évidence que l'injection de lymphocytes T, dans le contexte de l'allogreffe, d'un individu à un autre, était susceptible d'avoir un effet bénéfique en créant une réponse immune contre les cellules leucémiques. Donc c'était un premier élément de réflexion et qui a conduit à essayer de, entre guillemets, manipuler ce système en essayant d'extraire des lymphocytes T spécifiques de tumeurs, TIL, lymphocytes T infiltrant les tumeurs, Tumor Infiltrating Lymphocytes en anglais, TIL, et de les expandre, de les activer tant que faire se peut in vitro, ex vivo, au laboratoire, les réinjecter aux malades, qu'il y en ait beaucoup plus que ce qu'il y en a naturellement, de telle manière qu'on obtienne une réponse immune importante qui pourrait être efficace pour tuer la tumeur. Évidemment, la troisième génération, c'est les CAR T dont j'ai déjà dit un mot, dont on reparlera tout à l'heure. Et la quatrième génération possible, c'est l'utilisation de ces mêmes techniques avec d'autres cellules, comme les lymphocytes natural killers, comme les macrophages, voire même aussi des cellules souches, mais je n'aurai pas le temps de vous en parler. Mais on a ces 4 étapes qui ont été mises en jeu successivement. Toutes les 4 sont encore aujourd'hui utilisées, de fait. Alors commençons par les Tumor Infiltrating Lymphocytes, qui n'est pas, encore une fois, la stratégie principale, mais qui est une stratégie qui est encore testée selon certaines modalités que je vais brièvement vous indiquer. Historiquement, les premiers résultats cliniques excusez-moi, ont été obtenus il y a maintenant plus de 20 ans
par un chercheur américain qui s'appelle Rosenberg. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réséqué des tumeurs à partir de la chirurgie faite sur certaines tumeurs. Il a pris les lymphocytes T, il a essayé de les expandre au laboratoire, notamment en utilisant une cytokine qui s'appelle l'interleukine 2, qui permet l'expansion des lymphocytes T. Il a en parallèle administré une chimiothérapie aux malades qui peut avoir une action antitumorale, mais aussi dépléter les lymphocytes présents chez le malade pour permettre une meilleure expansion des lymphocytes T qui auraient été générés au laboratoire. Et il réinjecte ces fameux TIL, donc qui sont en beaucoup plus grand nombre qu'initialement, plus la cytokine IL-2 pour favoriser leur expansion aussi in vivo. Et il appliquait cette méthode au traitement de patients atteints de mélanome métastatique et il avait obtenu des résultats, dans certains cas, assez spectaculaires. Vous pouvez lire que parmi 20 malades, chez 11 d'entre eux, il a observé une régression tumorale dont l'effet a duré de 2 à 13 mois. Et vous avez l'image sur une radiographie du thorax, d'image d'un résultat assez spectaculaire. Vous voyez ici une métastase intrapulmonaire du mélanome, une autre ici, et celle-ci a disparu, et celle-ci s'est considérablement affaissée. Donc c'est un résultat qui est intéressant, mais malheureusement, donc là on est au mois d'octobre 1987, et vous voyez que le résultat a été obtenu environ au début décembre, en 1 mois et demi. Mais même si certains malades ont bien répondu, l'effet est en règle transitoire, c'est-à-dire qu'au bout au maximum 13 mois, donc, il y a à nouveau des rechutes. Et donc l'efficacité, si elle peut exister, elle est insuffisante pour contrôler complètement le développement de la tumeur. Dans ces stratégies-là de tumor infiltrating lymphocytes, une question se pose, c'est quels antigènes cherche-t-on à cibler avec ces lymphocytes T extraits des tumeurs? Alors, comme l'exemple que je viens de vous montrer l'indique, les résultats principaux ont été obtenus avec des mélanomes et en stimulant éventuellement ces lymphocytes T avec des antigènes exprimés par les cellules tumorales qui ne sont pas des antigènes propres aux tumeurs, ce ne sont pas des néo-antigènes, contrairement à ce qu'on a beaucoup discuté dans les cours précédents. Ce sont des molécules physiologiques qui sont exprimées par les mélanocytes, mais il se trouve que les mélanomes en expriment plus que les cellules normales. Donc, malheureusement, évidemment, par le fait que ces molécules sont exprimées aussi par des cellules normales, on peut avoir une toxicité par la réactivité des lymphocytes T contre les tissus non tumoraux. Par exemple, la destruction des mélanocytes non tumoraux et de provoquer donc une perte de pigmentation de la peau. Mais si c'est le prix à payer pour avoir une efficacité d'une thérapeutique contre un cancer très grave, c'est éventuellement acceptable. La même stratégie d'immunothérapie dirigée contre un antigène qui n'est pas un néo-antigène, mais un antigène surexprimé par les cellules tumorales, l'a été avec cet antigène NYESO1, dont je vais vous reparler à plusieurs reprises, parce qu'il est surexprimé dans plusieurs types de cancers. Il y a eu quelques succès pendant l'application des cancers des testicules. La deuxième cible possible, elle rejoint ce dont on a abondamment parlé, c'est d'avoir des lymphocytes T intratumoraux qui soient dirigés contre des néo-antigènes tumoraux. Évidemment, l'intérêt ici, c'est qu'on est plus spécifique de la tumeur et on risque moins d'effets secondaires liés à la destruction de tissus sains, qui peut être évidemment extrêmement problématique. Donc c'est moins toxique, mais l'inconvénient, c'est qu'il y a un plus grand risque d'échappement à la thérapeutique par des phénomènes dont on a déjà abondamment parlé. C'est que si vous avez des lymphocytes spécifiques d'un néo-antigène donné ou de quelques néo-antigènes, le risque, c'est OK, vous allez détruire les cellules qui expriment ces néo-antigènes, mais il y aura à côté des lymphocytes T qui vont se modifier, des cellules tumorales bien sûr, des cellules tumorales qui vont voir de nouvelles mutations apparaître, qui vont par exemple donc ne plus exprimer ces néo-antigènes ou ne plus exprimer les molécules HLA qui permettent de présenter ces néo-antigènes, et de ce fait, le traitement va perdre de son efficacité, et ce qui est probablement le cas de ce qu'on a observé dans la plupart des tentatives de traitement par TIL à ce jour. Alors, pour essayer de compenser cette lacune importante de cette stratégie, on peut essayer de combiner des TIL dirigés contre un grand nombre de néo-antigènes. Mais vous concevez bien sûr que plus il y a de néo-antigènes ciblés, plus la préparation de ces cellules est complexe. Et donc, il y a une limite à cette approche. Mais c'est une stratégie possible. Alors, quelques exemples d'applications plus récents de cette stratégie. Ici, le traitement d'une tumeur rare qui s'appelle un cholangiocarcinome, c'est-à-dire que c'est un cancer des voies biliaires. Vous avez ici, à gauche,
Enfin, d'abord, le principe, c'est que ex vivo au laboratoire, on a expandu les lymphocytes T issus de la tumeur, et ensuite on les a retransférés aux patients. Donc vous avez ici, c'est les caractéristiques de cette population de lymphocytes T qui exprime ici CD4, qui exprime un certain TCR-V-bêta, donc elles sont assez homogènes en termes d'expression de récepteur T, et elles sont spécifiques d'un néo-antigène qui est une mutation de ce gène, on ne va pas entrer dans les détails, ERB-B21P. Ici, on observe au laboratoire la réactivité de ces cellules qui vont produire du TNF. Donc, quand les cellules sont dans le cadran supérieur, c'est qu'elles elles produisent du TNF. Eh bien, si on met les lymphocytes T en question en présence de la forme non mutée de la protéine issue du gène, il ne se passe rien. Le lymphocyte T n'est pas activé. Par contre, si on lui présente un peptide qui est issu de cette forme mutée de la protéine, qui est présente dans la tumeur, bien sûr, vous voyez que la quasi-totalité de ces lymphocytes T produisent du TNF. Donc, ils montrent une réponse spécifique à l'égard de ce néo-antigène. Donc, de telles cellules ont été injectées aux malades. Enfin, c'est un malade dans cet exemple. Hein, ce sont des données encore très, très préliminaires. Et on observe la masse de cellules tumorales. Malheureusement, ce malade a des métastases. Donc, il a une tumeur dans le foie et il a aussi une tumeur dans le poumon. Le cercle noir, c'est la masse tumorale totale. Donc, il a une première injection de cellules ici. Vous voyez qu'il y a un effet. Petit effet, c'est-à-dire qu'il y a globalement une baisse d'environ la moitié, à peu près, de la masse de cellules tumorales, mais ça repart. On lui réinjecte des cellules, donc on est 18 mois après, avec un effet. Il y a une diminution à nouveau d'un facteur 2, 3 du nombre de cellules tumorales, mais vous voyez que ce n'est qu'une régression partielle. Donc il y a un certain bénéfice, mais un bénéfice qu'on ne peut pas considérer comme complet de cette approche. Une autre stratégie plus ambitieuse, parce qu'elle va en toucher plusieurs antigènes, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, il s'agit de traiter, c'est toujours un seul malade, hein, donc des résultats très préliminaires, mais on va cibler et cribler, même sélectionner des lymphocytes T reconnaissant plusieurs néopeptides. Donc c'est un malade qui avait un cancer du sein métastatique. On séquence sa tumeur, on identifie 62 mutations de la tumeur, de mutations somatiques, donc néo-antigènes possibles. On crible les lymphocytes T de ce malade contre les peptides issus de ces mutations. Et on va entreprendre un protocole thérapeutique assez complexe, et d'ailleurs combinant diverses stratégies thérapeutiques, une chimiothérapie préalable, mais dont on sait qu'elle est insuffisante, une injection de TIL, donc de lymphocytes T, encore une fois, extraits de la tumeur, et qui auraient été stimulés ex vivo avec des peptides issus des néo-antigènes provenant de la tumeur du malade. Et on fait plusieurs injections, et il se trouve qu'en plus, donc il a eu 7 injections de ces lymphocytes à plusieurs jours d'écart, et ensuite il a reçu un traitement par anticorps anti-PDL1. Donc on a combiné vraiment les approches thérapeutiques diverses, mais c'est un exemple de tentative d'utilisation d'éthyle avec un certain effet, puisque si on regarde sur ces scanners, donc les coupes au niveau du thorax en haut ou de l'abdomen en bas, ça c'est la situation pré-traitement et post-traitement. Je crois que c'est après 22 mois, donc avec un effet durable, toute une série de tumeurs, comme cette masse ici, à chaque fois qu'il y a une flèche jaune, cette masse ici dans le foie, vous savez, l'espèce de trou dans le foie en fait qui sont des tumeurs, ont pour l'essentiel régressé. Donc c'est un résultat assez spectaculaire, mais c'est un malade, c'est une combinaison de traitements donc qui ne permet pas en plus complètement de dire qui a fait quoi, même si on peut penser que ces TIL ont joué un rôle, et c'est une approche assez lourde en vue d'une généralisation. Un autre exemple encore, ici le cadre d'un cancer colorectal, où les lymphocytes T qui sont extraits de la tumeur et amplifiés reconnaissent un peptide issu d'une molécule qui s'appelle Caras, qui est muté dans la cellule tumorale, et on sait que le peptide ici, donc ça va être un nombre de peptides plus limité, mais le peptide issu de Caras est présenté par une molécule HLA qui s'appelle HLA-C, et donc à nouveau les patients ont reçu les lymphocytes T qui ont été donc réactivés ex vivo par le néo-antigène. Et ensuite, les résultats, eh bien, c'est qu'on a une certaine efficacité. Vous avez ici un malade qui a des lésions au niveau du poumon. Hein, ce sont des images de scanner pulmonaire marquées par la flèche, une autre lésion, une troisième, une quatrième. Donc ça, c'est 6 semaines plus tard, on voit une diminution des images. 9 mois après, cette image a disparu. Celle-ci est partiellement présente. Celle-là, malheureusement, repart. Vous voyez ?
Là, il y a une inefficacité, non seulement une efficacité, mais la tumeur repart. Et là, plutôt un contrôle. Donc on a un effet mitigé, régression de certaines lésions, mais échappement de celles-ci. Et ce qu'on peut montrer, et ça rejoint toutes les discussions qu'on a pu avoir au cours des précédents cours, excusez-moi, c'est le fait que c'est la sélection de cellules tumorales par une immunothérapie ou bien une réponse immune spontanée en l'absence de toute thérapeutique. Et là, la résistance, notamment particulièrement de cette tumeur, elle est liée à la perte d'HLA-C, en tous les cas un allèle d'HLA-C, il n'y en a plus que la moitié, et celui qui présente le peptide en question, par les cellules tumorales. Donc, alors qu'avant, il y avait les deux allèles présents, schématiquement la colonne blanche, la colonne rouge, correspondant aux deux allèles d'HLA-C 802 et 1601, peu importe. Après traitement, une tumeur qui échappe, et dans cette tumeur, on va retrouver beaucoup plus un allèle que l'autre, qui indique la perte de cet allèle, et la perte de l'allèle correspond du coup à une perte d'activité des lymphocytes injectés, parce qu'ils ne peuvent plus reconnaître le néo-antigène, qui montre à nouveau l'intérêt si on veut utiliser ce type d'approche, la nécessité de combiner, l'intérêt et la nécessité de combiner des lymphocytes ayant des spécificités pour plusieurs néo-antigènes, pour résister autant que faire se peut à la sélection de cellules tumorales qui ne porteraient plus ces néo-antigènes. Encore un autre exemple pour en terminer avec cette approche. Donc ici, ce sont des TIL, cette fois-ci modifiés, c'est-à-dire que ce n'est pas un lymphocyte naturel, c'est un TIL qu'on génère en transférant les gènes qui codent pour un récepteur T. Donc on apporte les deux gènes qui codent pour les deux chaînes du récepteur T. Donc on reconstruit un lymphocyte T. L'intérêt, c'est qu'on reconstruit un lymphocyte T dirigé évidemment contre un antigène de cellule tumorale et qui peut permettre de générer beaucoup plus de cellules potentiellement. Donc cette approche, elle a été utilisée, comme vous pouvez le lire, pour traiter des mélanomes métastatiques, à nouveau, donc situation de cancer à mauvais pronostic. Et ces lymphocytes T sont dirigés contre des peptides d'une protéine qui s'appelle MART1, qui est une protéine, je vous le rappelle, j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure, qui est surexprimée dans les mélanomes. Ce n'est pas un néo-antigène dans ce cas-là, c'est une surexpression de la protéine par le mélanome, donc problème d'éventuelle toxicité par réactivité sur d'autres cellules. Mais cette approche-là, qui avait été déjà publiée un certain nombre d'années, est efficace parfois, mais seulement parfois, puisque vous voyez, dans ce travail, il montre une efficacité vraiment nette sur 2 malades sur 10. Donc c'est évidemment un peu limité, même si pour ces malades-là, c'est important. Vous voyez ici à nouveau, sur une coupe scanographique, une régression d'une métastase intrahépatique. C'est tout à fait clair ici. Et donc ça, c'est le volume la surface de la tumeur au niveau du foie. Vous voyez qu'elle a bien régressé, mais pas totalement disparu. Et ça, c'est une tumeur au niveau d'un ganglion axillaire. Et là aussi, d'autres images montrant la progression. Voilà la tumeur là. Et vous voyez qu'elle a régressé assez nettement. C'est ce qu'on observe ici. Et là, c'est la présence des lymphocytes T que l'on peut retrouver, qu'on peut détecter chez le malade. Donc, il y a un potentiel puisqu'il y a des malades qui répondent, mais seulement une petite fraction des malades, et souvent en plus une réponse malheureusement qui n'est que transitoire, liée aux limites que j'ai déjà évoquées. Encore un exemple, je pense que ce sera le dernier pour cette approche, de tumeur infiltrating lymphocytes générées par transfert de gènes, ce ne sont pas les lymphocytes naturels. Donc encore une fois, cette stratégie a pour intérêt de pouvoir amplifier en plus grand nombre. C'est plus facile puisqu'on les génère complètement au laboratoire, sans limite, des lymphocytes spécifiques d'un peptide. En l'occurrence, j'en ai déjà parlé, de NYESO1. Donc on est en situation, ce n'est pas un néo-antigène, c'est un antigène surexprimé qui est issu de molécules qui est physiologiquement exprimée par les testicules. 20 malades traités, atteints de myélome. Donc myélome, c'est une pathologie maligne des lymphocytes B, des plasmocytes, qui, notamment au niveau de la moelle osseuse. Et donc ces malades ont reçu ce traitement plus une autogreffe de moelle osseuse, c'est-à-dire qu'on va remplacer leur moelle osseuse, mais avec leur propre moelle osseuse, pas avec la moelle osseuse de quelqu'un d'autre. Et le résultat qui est pas mal, puisque quand même parmi 20 malades, 80% ont répondu, jusqu'à 19 mois pour certains, sans progression du myélome. Donc c'est un résultat qui est assez encourageant et que l'on peut voir ici. Ici, c'est l'identification dans le sang de lymphocytes T qui exprime ce récepteur anti-NYESO1. Et le plus intéressant, c'est de regarder ce qui se passe dans la moelle osseuse des malades. Avant traitement,
au sein de la moelle, il y a plein de cellules qu'on appelle CD138 positives, c'est plein de plasmocytes, bref, ce sont des cellules tumorales. Donc c'était un nid de cellules tumorales. Et si on regarde dans cette même moelle osseuse, est-ce qu'on trouve des lymphocytes T, donc susceptibles d'exercer une réponse immune spontanément contre le myélome? Vous voyez qu'il n'y en a pratiquement pas, donc c'est évidemment une situation défavorable. Je vous renvoie à ce que je vous ai dit dans les cours précédents. J24, après injection de ces fameux lymphocytes T, eh bien, ouais, il commence à y avoir moins de plasmocytes et on trouve des lymphocytes T qui infiltrent. J38, il y a encore moins de plasmocytes malins et plein de lymphocytes T. Donc clairement, on a une séquence temporelle qui est celle de l'expansion de lymphocytes T spécifique de cet antigène, qui est exprimée par le myélome et qui permet de détruire beaucoup des cellules myélomateuses. Et donc la résultante, si on prend l'ensemble des malades, c'est qu'il y a quand même une survie avec un arrêt de progression de la maladie qui n'est pas mauvais, puisqu'encore à 24 mois, 2 ans, 40% des malades en sont dans cette situation. C'est loin d'être parfait, mais c'est un résultat. Donc là, c'est peut-être un des meilleurs résultats obtenus à ce jour d'utilisation de cette stratégie de TIL. Ici, encore une fois, ce sont des TIL générés par transfert de gènes, pas des TIL juste extraits de la tumeur. Si on résume les avantages et les inconvénients de cette approche TIL, Tumor Infiltrating Lymphocytes, qu'on comparera ensuite à l'approche des CAR-T, des Chimeric Antigen Receptor T-cells, est-ce qu'on peut obtenir des lymphocytes qui ont une très forte avidité, donc ça a à la fois affinité et nombre de molécules reconnues? La réponse est potentiellement oui, mais c'est difficile. Ça veut dire arriver à avoir des récepteurs à très très forte affinité et une forte expression, donc c'est peut-être modulable. J'ai mis avantage plus-moins parce que c'est quand même relativement complexe. Est-ce qu'il y a une nécessité d'expression des molécules HLA par les cellules tumorales? La réponse est oui, puisque ce sont des lymphocytes T classiques qui reconnaissent des antigènes présentés par les molécules HLA. Donc ça, c'est un inconvénient, donc c'est un moins, parce que si la tumeur a perdu l'expression des molécules HLA, on a vu que ça arrivait, eh bien les cellules deviendront inefficaces. Donc c'est un problème. Est-ce que ces tumeurs peuvent reconnaître des antigènes qui sont situés non pas à la surface de la cellule, mais à l'intérieur de la cellule, et qui sont ensuite présentés sous forme de peptides avec les molécules HLA? La réponse est oui. Donc ça, c'est un avantage. Il n'est pas obligatoire que la molécule soit à la surface de la cellule. Est-ce que ces lymphocytes peuvent persister in vivo? On a vu dans un certain nombre de cas que la réponse est positive. Donc ça, c'est bien, puisqu'ils peuvent éventuellement agir de façon, non pas juste une fois pendant quelques jours, mais pendant un certain temps pour contrôler la tumeur. Est-ce qu'ils peuvent tuer des cellules tumorales et de façon répétée? La réponse est oui. Donc ce sont des serial killers, des tueurs à répétition de cellules tumorales, c'est un avantage. Est-ce qu'il y a des dégâts liés au ciblage de cellules qui ne sont pas tumorales? Là, j'ai mis que la réponse, c'est non, parce que malheureusement, il y a des effets hors cible, au moins lorsque, et on a vu que c'était la plupart des applications à ce jour de cette stratégie, lorsque lymphocyte reconnaît une molécule qui est en fait partagée avec un tissu sain, même s'il est surexprimé dans le tissu pathologique. Donc il y a des risques de ciblage de cellules non tumorales et éventuellement avec des effets secondaires. Est-ce que sur le plan technologique, cette affaire est complexe? On peut dire que c'est intermédiaire. Enfin, si on veut générer un grand nombre de cellules, ça prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et surtout, si on y ajoute dans la stratégie l'identification néo-antigène, on en a vu un exemple, ça prend du temps, il faut séquencer, tester, avant de pouvoir lancer l'expansion des cellules. Évidemment, il faut se dépêcher. Toxicité, plus-moins, parce que la toxicité, c'est essentiellement donc la reconnaissance non spécifique de cellules non cancéreuses, enfin spécifiques mais non cancéreuses, par l'expression de la même molécule. Mais on verra tout à l'heure qu'avec les CAR-T, le problème est plus important. Donc il y a des avantages et des inconvénients à cette stratégie d'utilisation des TIL. Et d'ailleurs, j'allais oublier, est-ce que ces lymphocytes T-là peuvent reconnaître des molécules qui ne soient pas des peptides, pas des protéines, des sucres ou des lipides, comme le font des anticorps? Mais la réponse est non, puisque les TCR ne reconnaissent que des peptides. Voilà, alors ça c'était les TIL. Donc on a vu que c'est une approche plutôt ingénieuse, qui dans certains cas a démontré son efficacité, mais assez peu, et pas guère d'effet à long terme, et relativement lourde dans la préparation. Donc on en arrive à la seconde stratégie, celle qui a pris le plus d'expansion au cours de ces dernières années, qui est donc la stratégie des CAR-T. Donc on va voir les principes et comment ils se sont développés. Je rappelle ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Je vous ai déjà montré cette diapositive, mais c'est juste pour
est espéré être le plus clair possible. Donc dans la stratégie qu'on vient de voir, on a des lymphocytes qui ont une composition physiologique d'un récepteur T pour l'antigène associé aux molécules CD3. Ici, on n'utilise plus du tout le récepteur T, même si on utilise un lymphocyte T. On va lui faire exprimer une molécule artificielle qui comprend une séquence d'identification, de reconnaissance d'une protéine à la surface de la cellule, parce que c'est un élément d'anticorps, d'immunoglobuline, la fraction variable de la chaîne lourde et de la chaîne légère d'un anticorps, qui est la structure de reconnaissance, qui est associée à une structure transmembranaire, le hinge, la charnière, et une séquence intracellulaire dans le cytoplasme, qui est par exemple un élément de chaîne CD3 zeta, dont on sait que c'est des éléments d'activation des lymphocytes, comme ça se passe après l'activation physiologique d'un lymphocyte par un peptide. Donc l'expression de cette molécule à la surface de lymphocyte, évidemment ce n'est pas une seule molécule, c'est des milliers, des dizaines de milliers, est obtenue par transfert de gènes. C'est une forme de thérapie génique, transfert de gènes qui est fait ex vivo, on va voir comment, à l'aide d'un vecteur viral, un rétrovirus, qui contient la séquence génétique qui permet de fabriquer cette protéine. Les toutes premières tentatives ont été faites par un chercheur israélien qui s'appelle Zeli Geshar, dans les années 90, comme vous pouvez le voir, où il a développé exactement cette structure-là, une partie variable d'immunoglobuline avec l'élément CD3 zeta et une région charnière de la molécule. Et il a utilisé une telle protéine, donc transférée dans des lymphocytes, avec l'idée de cibler des molécules membranaires à la surface de tumeurs. Donc ça, ce sont des données au laboratoire où on regarde la cytotoxicité des cellules CAR-T en fonction du rapport entre cellules effectrices E et cible, target. Donc plus on va vers la droite, plus il y a de cellules effectrices par rapport aux cellules cibles, plus il y a de cytotoxicité. Et donc il a montré que dans certains cas, à l'égard de tumeurs STA, STB, je n'entre pas dans les détails, eh bien, il y avait un effet cytotoxique, ou encore ici, contre une autre tumeur, ou plusieurs tumeurs en fonction du temps. Donc c'était la preuve de principe in vitro, apportée par ce chercheur, qu'on pouvait générer des lymphocytes T capables de tuer des cellules qui avaient à leur surface une molécule reconnue par cette molécule chimérique. Donc il a testé ce système dans des systèmes animaux portant des tumeurs. Il a ici des souris immunodéficientes dans lesquelles il a implanté une tumeur humaine de la prostate, qui a ce nom-là, WISH PC14, et il a généré des CAR qui reconnaissent une molécule qui s'appelle ERB-B2, qui est exprimée à la surface de la tumeur de la prostate, et donc il a injecté ces cellules et il a regardé l'effet sur la survie des souris. Donc s'il n'injecte pas les CAR anti-ERB-B2, voici la survie des souris. Vous voyez qu'en 100 jours environ, toutes les souris sont mortes de la tumeur. Par contre, ou s'il injecte un CAR pas spécifique d'une molécule exprimée par la tumeur. Quand il injecte à la souris des CAR spécifiques de ERB2, il a un résultat, puisqu'à l'évidence, mettons à 100 jours, là où il n'y avait plus aucune cellule ou une seule souris, pas des cellules, mais une souris en vie, en l'absence d'immunothérapie, on a maintenant plus de 50% des souris en vie. Donc, il démontre que l'injection de ces premières CAR T-cells ont, dans ce modèle animal de tumeur humaine, une certaine efficacité, même si on le voit, cette efficacité n'est pas parfaite. Fondé sur ces résultats, il a essayé de développer une approche clinique, mais qui s'est avérée décevante, parce que, avec la stratégie qu'il a utilisée, le type de CAR-T, le module d'activation des lymphocytes dans la partie intracytoplasmique du CAR-T, de la molécule chimérique, n'est pas suffisante pour activer de façon suffisamment forte les lymphocytes T, et ces cellules disparaissaient, si bien qu'il n'y a pas eu de bénéfice clinique. Mais néanmoins, c'était les prémices de ce qui est venu ensuite, et ce qui est venu ensuite, c'est la génération d'une nouvelle classe de CAR-T, donc on a appelé des CAR-T de seconde génération, dont l'action est plus puissante. On va voir pourquoi et comment maintenant. Donc on reprend mon petit schéma. On a vu tout à l'heure les TCR donc, tels qu'ils sont physiologiquement présents dans des lymphocytes T. On a vu qu'ils étaient utilisés avec les Tumor Infiltrating Lymphocytes. Et on vient de voir que cette première génération de CAR-T, même si elle pouvait avoir une certaine action, ne permettait pas de contrôler les tumeurs, en tous les cas chez l'homme. Et donc les chercheurs se sont dit, c'est lié au fait que
ces molécules, même si elles sont capables de reconnaître une molécule à la surface de la cellule cancéreuse, n'induisent pas une activation d'un signal suffisamment fort. Donc ils ont construit, et c'est le progrès essentiel qui a été fait par 2 chercheurs, celui qui est indiqué ici, Carl June, qui travaille à Philadelphie, et un Français qui travaille à Boston, qui s'appelle Michel Sadelin. Ils ont construit des quarts de seconde génération où ils ont ajouté ce petit élément de rien du tout, là, apparemment de rien du tout, c'est-à-dire un petit morceau de la molécule CD28. Je vous rappelle que CD28, c'est un corécepteur d'activation des lymphocytes T, ou bien il y a deux séquences possibles avec des propriétés un peu différentes, mais c'est la même idée. Une petite partie de la séquence de la région intracytoplasmique d'une autre molécule transmembranaire qui est un corécepteur d'activation des lymphocytes T, qui est 4,1-BB, ou CD137. Et on peut même envisager, même si ça n'a pas encore été utilisé aujourd'hui, d'être encore plus puissant en ajoutant les 2 modules, c'est de celui de CD28 et de 4,1-BB. Donc l'idée, c'est que ces séquences-là, ces modules d'activation, si vous voulez, vont recruter encore d'autres protéines dans le cytoplasme du lymphocyte T et vont induire une activation beaucoup plus puissante. Et vous allez voir que c'est exactement ce qui se passe. Donc le principe général d'action de ces CAR T-cells, si vous voulez, donc à l'échelle moléculaire, le CAR T est exprimé à la surface de la cellule, reconnaît une molécule à la surface, important, la surface des cellules tumorales, et ceci déclenche l'activation et la mort des cellules. Donc on a des CAR T qui circulent dans le sang, elles ont été générées ex vivo, on va voir ça, migrent vers la zone tumorale, vont reconnaître, c'est ce qui se passe ici, la cellule tumorale, vont se diviser, s'activer et vont tuer les cellules cancéreuses, avec un bénéfice secondaire, c'est qu'en tuant les cellules cancéreuses, ils relarguent des néoantigènes présentés par les cellules dendritiques qui sont susceptibles d'activité des lymphocytes T endogènes qui vont aussi participer à la réponse immune. Donc on peut espérer avoir cette double action, l'action de cytotoxicité directe plus l'activation indirecte des réponses immunes du patient. Alors sur un plan pratique maintenant, au-delà du principe, comment ça fonctionne? Eh bien, on va prélever du sang de l'individu des lymphocytes T. On prélève pas, il ne s'agit plus de lymphocytes T intratumoraux. Ce sont des lymphocytes T prélevés donc de la circulation sanguine par les techniques d'aphérèse. Ces lymphocytes T, on va les activer au laboratoire avec des anticorps qui reconnaissent soit le complexe du récepteur T CD3 et des anticorps qui reconnaissent la molécule CD28 de coactivation. Donc de ce fait, ces cellules vont se diviser, s'activer, vont devenir blastiques et sont dans la meilleure condition pour qu'on fasse un transfert de gènes. On va leur transférer le gène qui permet de fabriquer la fameuse molécule chimérique CAR. Donc la résultante, c'est que très vite, ça se fait en quelques jours, ces cellules CAR T expriment, c'est imagé par le petit dessin vert ici, à leur surface, cette molécule, en plus de leur TCR qu'ils ont toujours, mais maintenant ils ont un autre type de récepteur, les CAR T, le CAR, excusez-moi. Donc cette procédure va prendre, en fonction du nombre de cellules qu'on veut générer, entre 5 et 20, enfin, entre 10 et 20 jours. C'est un processus assez long, qui doit en plus être fait évidemment dans des conditions très strictes de stérilité, bien évidemment. Et donc ces cellules, le produit final est injecté au malade par voie intraveineuse, avec l'idée, comme montré sur la diapo précédente, l'objectif qu'elles migrent dans la zone tumorale et permettent de tuer les cellules cibles. C'est l'idée. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est quelle cible, quelle molécule exprimée à la membrane des cellules tumorales on peut essayer de cibler. Ce n'est pas une affaire triviale, c'est même une affaire assez complexe. Le principe de base, il faut éviter absolument, bien sûr, que la molécule que l'on cible soit exprimée par des cellules non cancéreuses et vitales. Imaginez que vous cibliez une protéine qui est exprimée à la surface du muscle cardiaque. Si vous induisez la mort des cellules du muscle cardiaque, ce n'est pas une bonne idée, c'est une évidence. Il faut aussi que cette molécule ne soit pas relarguée par la cellule tumorale, parce que si elle circule à l'état soluble, ces molécules solubles vont se fixer sur les CAR T-cells, les lymphocytes, les CAR T, et du coup, les CAR T n'arriveront pas à être activés en contact avec les cellules tumorales. Donc, en pratique, il faudrait utiliser soit une molécule qui est propre à la cellule tumorale et à la membrane, il n'y en a vraiment pas beaucoup, très difficile, enfin on verra quelques exemples, ou bien une molécule qui est également exprimée par des cellules non tumorales, mais qui n'est pas vitale. On va voir un exemple
qui est tout à fait clair dans un instant. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Molécules partagées avec les tissus sains, mais pas surexprimées, si possible, ou très fortement surexprimées par rapport aux tissus normaux. Dans ce cas-là, éventuellement, ça pourrait passer, mais surtout qui n'est pas exprimé par une cellule absolument indispensable à la vie, ou donc éventuellement molécules membranaires mutées, mais il y a peu d'exemples, on verra tout à l'heure. En pratique, la stratégie, il n'y en a pas 50 000, qui a été à ce jour efficace, a ciblé une molécule qui s'appelle CD19. CD19, c'est une molécule qui est exprimée à la surface des lymphocytes B, donc les cellules qui produisent les anticorps. Donc si on utilise un CAR anti-CD19, on va tuer les cellules cancéreuses qui sont issues des lymphocytes B. Donc il y a pas mal de cancers issus de lymphocytes B, il y a certaines leucémies, il y a des lymphomes, il y a des leucémies lymphoïdes chroniques, il y a des myélomes, donc c'est pas mal. Mais on va aussi tuer donc les lymphocytes B normaux. Mais est-ce que c'est dramatique? Non, parce que la fonction des lymphocytes B normaux, c'est de produire les anticorps, les immunoglobulines, et ça, on peut les substituer en injectant les immunoglobulines issues de plasma, comme on le fait à des individus qui ont une déficience de production d'immunoglobulines. Donc ce n'est pas une cellule vitale, donc par rapport aux critères que j'avais indiqués ici. Ce n'est pas une molécule qui est relarguée dans le milieu extracellulaire, donc c'est une bonne cible, mais vous voyez bien sûr que c'est une bonne cible uniquement pour certains types de cancers, c'est déjà pas mal, les cancers des lymphocytes B. Donc c'est ça qui a été développé essentiellement, avec succès, on va le voir dans un instant, donc pour traiter les maladies dont le nom est en rouge sur cette diapositive, leucémie aiguë lymphoblastique pré-B, parce qu'elles sont immatures, mais elles expriment CD19, des lymphomes B, donc ce sont des tumeurs plus solides, qui sont surtout dans les organes lymphoïdes, et les leucémies lymphoïdes chroniques B. Donc je répète, CD19, c'est une molécule exprimée à la surface des lymphocytes B, aussi bien immature que mature, qui n'est pas exprimée par d'autres tissus, donc ça c'est bien, et on peut en accepter la destruction de ces cellules, qu'on peut compenser par injection d'IgG. Évidemment, les résultats que je vais vous montrer dans un instant, qui sont plutôt encourageants, ont fait songer à appliquer cette méthode des CAR-T en cherchant à cibler d'autres molécules à la surface d'autres cancers, mais on verra ensuite que les choses sont infiniment plus compliquées que ce qu'il en est pour le ciblage de CD19. Alors avant d'entrer dans les détails des résultats d'utilisation des CAR-T anti-CD19, et puis éventuellement d'autres CAR-T, on peut essayer de comparer les avantages et les inconvénients des CAR-T par rapport au TIL, reprenant la liste que j'avais établie tout à l'heure. En termes d'avidité d'antigène, affinité, donc couplée à nombre de molécules, là on peut moduler plus facilement, donc c'est un avantage. On peut obtenir des récepteurs à très forte affinité et in fine très forte avidité pour les cellules tumorales. Ça peut même être un inconvénient, on y reviendra, mais en tout cas, a priori, c'est plutôt un avantage. Est-ce qu'il y a besoin des molécules HLA à la surface des cellules tumorales? Non, puisque c'est la protéine qui est reconnue directement, comme le ferait un anticorps. Ça, c'est un avantage. Par contre, il n'y a pas de reconnaissance d'antigènes intracellulaires, ça c'est un inconvénient. Est-ce que les cellules peuvent persister in vivo? Dans une certaine mesure. Est-ce qu'elles peuvent être tuées de façon répétée? Oui, donc ça c'est bien. Est-ce qu'il y a des effets hors cible? Oui, puisque on l'a vu déjà en ce qui concerne CD19, des cellules normales vont également être ciblées par ces CAR-T, donc c'est un inconvénient, plus ou moins tolérable en fonction des systèmes. Est-ce que la production est complexe et longue? Relativement oui. Est-ce qu'il y a des problèmes de toxicité? Malheureusement oui, on va le voir. Est-ce qu'on peut envisager des CAR-T qui reconnaîtraient des molécules autres que protidiques, comme des sucres ou des lipides, exprimés à la surface de cellules tumorales, ce qui est potentiellement intéressant? La réponse est oui, même si aujourd'hui il n'y a pas de résultats probants. Mais vous voyez qu'il y a une série d'avantages par rapport au TIL à l'utilisation des CAR-T, mais aussi malheureusement un certain nombre d'inconvénients qui limitent leur utilisation. Alors il est temps d'aborder les études précliniques, d'abord, avant de regarder qu'est-ce qui a été obtenu en résultats cliniques. Donc préclinique, c'était la mise en évidence que cette stratégie était potentiellement, effectivement, pertinente. Donc les premières données expérimentales, en fait c'est celles que je vais vous montrer là, ont été obtenues comme souvent dans un modèle de souris, où donc des CAR-T anti-CD19, telles qu'elles peuvent être utilisées chez l'homme, ont été administrées à des souris immuno-incompétentes, déficientes, souris SCID, dans lesquelles on a implanté des lymphomes
qui expriment la molécule CD19 ou des leucémies aiguës B qui expriment CD19 ou pas CD19 comme contrôle, donc des tumeurs humaines. Et on regarde les résultats. Donc juste avant, sans être trop complexe ici, c'est la structure du transgène qui est donc l'objet de la thérapie génique qui est utilisée pour rendre des lymphocytes capables d'exprimer la molécule. Donc vous avez la partie du gène ici, du gène synthétique, la partie qui code pour la partie variable d'un anticorps anti-CD19, chaîne lourde, chaîne légère. Donc c'est ce qu'on appelle SCFV, fraction variable d'immunoglobuline, qui est la structure de reconnaissance. Et en dessous, on a la région qui provient de la molécule CD8, qui est la région transmembranaire, la chaîne zeta dans un premier temps, puis avec un élément supplémentaire de transduction, on a vu 4,1-BB ou CD28. Et donc c'est transféré par un rétrovirus qui permet l'intégration dans le génome des cellules et ensuite l'expression. Donc l'expression, ben la voilà. Donc 19Z1, c'est le nom du CAR-T qui a été généré. Et vous voyez que beaucoup de cellules, après ce transfert, expriment la molécule, le CAR-T. On peut les sélectionner, avoir une population pure. Et au laboratoire, de telles cellules sont capables de tuer des cellules tumorales qui expriment CD19, mais pas les cellules qui n'expriment pas CD19. Donc c'est l'indice de toxicité en fonction du rapport effecteur-cible, comme je vous ai déjà montré tout à l'heure. Plusieurs types de lymphomes, de leucémies, et encore une fois, à condition qu'ils expriment CD19. Donc ça, c'est in vitro au labo. Et maintenant, chez les souris SCID, dans lesquelles on a implanté ici un lymphome, on voit que si on n'injecte rien, les cellules meurent très vite. Si on injecte 10 millions de CAR, ce qui est relativement beaucoup pour des souris, on arrive à faire vivre la moitié des souris. Si on fait plusieurs injections, on en fait vivre les 3/4. Si on utilise des cellules CD8, on a un effet qui est à peu près comparable à l'ensemble des T. Si on utilise dans ce modèle des CAR-T CD4, donc qui sont moins capables de cytotoxicité, vous voyez que le bénéfice est nettement moins. Mais vous avez ici les toutes premières évidences, les premiers articles scientifiques qui étaient parus en 2003, comme vous pouvez le lire, qui mettaient en évidence une preuve de principe au laboratoire que de telles cellules pouvaient tuer des cellules tumorales dans un modèle animal. Et on peut l'imager, c'est assez joli. Si on utilise des marqueurs, on introduit dans les cellules tumorales un marqueur pour les voir in vivo. Vous avez une souris contrôle ici. La tumeur, elle est ici, c'est le K pour cancer, si vous voulez, en bleu. Ça, c'est la visualisation du cœur, du cerveau, et ici d'os. Donc la tumeur, elle est là. Pardon, je dis une bêtise. La tumeur, elle est là. Ça, c'est la souris contrôle qui n'a pas de tumeur. Excusez-moi. La tumeur, elle est remarquée par ce trait bleu. Plus la fluorescence est forte, plus on passe du bleu au rouge. Donc, ce n'est pas aussi fort que ce qu'on voit dans le cœur, mais c'est cette traînée-là qui correspond à la tumeur. Donc, c'est ça qu'il faut suivre au cours du temps. Et 6 mois après traitement, donc avec un effet durable, cette traînée a disparu. Donc, ça, c'est la visualisation de l'effet antitumoral de l'injection des CAR-T dans ce modèle de souris. Alors, il y a eu d'autres données précliniques qui allaient dans le même sens, mais qui ont permis d'avancer vers une utilisation clinique chez des malades, des CAR-T. Et donc, historiquement, si on fait rapidement un petit historique de cette affaire, les premiers traitements, vous voyez, ils sont récents, ça date d'il y a 10 ans, concernent les lymphomes B en 2010, leucémie lymphoïde chronique B en 2011, leucémie aiguë lymphoblastique pré-B en 2013, et aussi application au myélome, pas myéloïde, excusez-moi, il y a une erreur sur cette diapositive, myélome multiple, et tout récent, publié en 2019, même si c'est essentiellement pas en utilisant les CAR-T CD19, on va voir ça tout à l'heure. Les résultats ont été suffisamment probants, malgré les limites qu'on va voir, pour faire que ces traitements ont obtenu aujourd'hui des autorisations et sont validés comme des médicaments, malheureusement assez onéreux. Mais aux États-Unis, la FDA, la Food and Drug Association, a donné son feu vert en 2017. C'était suivi très rapidement par un feu vert en Europe. Et il en est de même pour les leucémies aiguës lymphoblastiques pré-B, aussi en 2017. Pour les autres indications, il n'y a pas encore cette validation. Alors, on va regarder un tout petit peu les résultats cliniques pour ces indications. D'abord, donc, les leucémies lymphoïdes chroniques, qui ont été une des premières indications, donc avec des CAR-T CD19. La première étude concerne 14 malades qui ont une leucémie lymphoïde chronique, donc plein de lymphocytes B
qui diffusent dans le corps, la moelle osseuse, le sang, etc. En rechute ou réfractaire aux autres traitements, je passe sur les détails. Et donc ces malades ont vu des lymphocytes T prélevés de leur sang, modifiés par transfert de gènes, pour exprimer ce CAR CD19 dans lequel le petit élément d'activation intracellulaire provient de la molécule 4,1-BB. Et on utilise des lentivirus, des virus dérivés de HIV, pour transférer le gène au sein des lymphocytes T. Donc ces malades ensuite ont reçu ces lymphocytes en retour et on a regardé ce qui se passait. Et vous avez donc sur l'image de gauche la survie de ces malades au cours du temps, jusqu'à 54 mois. Vous voyez donc que les succès ne sont évidemment pas complets, mais on a l'air d'avoir un plateau, c'est-à-dire qu'il il ne semble plus y avoir de décès passé 2 ans et demi chez un peu moins de la moitié des malades, donc ce qui est plutôt encourageant. L'enveloppe grise vous donne la valeur statistique, donc évidemment l'intervalle de confiance est très 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 large. Et ici, vous avez la survie sans progression tumorale, donc une situation stable, évidemment moins bonne, mais quand même, pour certains malades, le bénéfice est incontestable, alors qu'il s'agit de patients pour lesquels il n'y a plus guère de thérapeutique alternative envisageable. Donc c'était vraiment un résultat assez net. Donc au total, 8 malades sur 14 ont répondu, 4 émissions complètes, donc chez lesquelles on a vu disparaître totalement les cellules tumorales avec un bénéfice pour 4 ans, et donc un résultat encore une fois très tangible. Et il a pu être montré que la qualité du résultat dépendait de l'expansion des CAR T in vivo, c'est-à-dire que plus ces lymphocytes T étaient capables de se diviser, étaient détectables dans le sang de ces malades, meilleur était le résultat, ce qui est a priori quelque chose d'attendu, mais qui est important de voir. Et vous avez ici, chez ces 4 malades chez lesquels une rémission complète a été obtenue, on peut détecter au cours du temps, soit en mesurant l'ADN du transgène, soit en immunofluorescence, les cartes, la détection directe des cellules, c'est les cercles noirs. Vous voyez qu'au cours du temps, on trouve un peu de ces cellules, au moins par une technique, la détection de l'ADN ici, chez ces 4 malades. Donc il y a une bonne corrélation entre persistance de la détection des cellules et persistance d'une rémission complète. Ça a été confirmé par quelques autres études. Pour les lymphomes B, certains types de lymphomes B, je ne vais pas entrer dans les détails des catégories de lymphomes B, mais qui sont pour certains donc réfractaires aux chimiothérapies, aux thérapeutiques classiques. Le traitement des CAR T, des mêmes CAR T CD19 a été utilisé. Ici, 4 qui comportent le petit élément de 4,1-BB. Il y a aussi avec CD28. Et donc, ces injections de ces cellules transformée a été faite, précédée d'une chimiothérapie qui fait baisser le nombre de lymphocytes du malade, ce qui favorise l'expansion des CAR T. Et voici les résultats qui sont encourageants, même s'ils sont loin d'être parfaits. Ici, il s'agit d'une certaine catégorie de lymphomes particulièrement sévères qu'on appelle en anglais les diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL. Donc là, on a la probabilité de survie sans progression de la maladie au cours du temps. Et vous voyez qu'un petit peu moins de 50% des malades sont dans cette situation. Pour une autre catégorie de lymphomes, d'un peu meilleur pronostic, les lymphomes folliculaires, presque 70% de survie jusqu'à 40 mois. Ici, c'est la probabilité de réponse, toute réponse comprise, donc ce qui veut dire qu'il y a aussi des réponses partielles et des malades qui ensuite ont une maladie qui progresse, mais il y a quand même 80% des malades chez lesquels il y a une réponse pour les diffuse large B-cell lymphoma, et encore peut-être un peu plus pour les lymphomes folliculaires. Donc ce sont des résultats franchement encourageants, mais, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais malheureusement ça va être répétitif, ces traitements ont une toxicité de 2 ordres. C'est lié à un relargage de cytokines, donc SRL, syndrome de relargage de cytokines, qui peut être très sévère, voire mortel, chez 18% dans cette étude des patients, et aussi une atteinte neurologique. Incidemment, ces syndromes de relargage de cytokines, ça ressemble à un sujet d'actualité immédiat. C'est ce qu'on observe aussi dans les formes les plus sévères de l'infection par le SARS-CoV-2. Donc dans les Covid, les malades qui décèdent de Covid-19 ont des syndromes de relargage chez les cytokines. Il y a une certaine analogie, même si on ne peut pas y mettre une correspondance totale. Mais cette toxicité est un souci, est une limitation à l'utilisation de ces thérapeutiques. Et au-delà de la toxicité, évidemment, la seconde question importante, c'est combien de temps dure la réponse. Alors, on a l'impression qu'il y a un effet durable, puisque vous voyez qu'il y a un plateau avec ici et là. Il n'y a plus de malades dont la maladie progresse si ce n'est pas survenu dans les premiers mois. Ce n'est plus le cas jusqu'à 40 mois, ce qui est encourageant, mais bien sûr doit être regardé dans le temps.
Et c'est une autre façon ici de montrer des résultats sur un plus grand nombre de malades. 100 malades, ça commence à être important. C'est un quartet légèrement différent, toujours anti-CD19, mais où la région intracytoplasmique transmettrice de signal provient de la molécule CD28, avec un système, là, c'est la préparation centralisée, c'est-à-dire qu'il y a un laboratoire unique aux États-Unis qui a fait ce travail, qui a redispatché les cellules dans différents hôpitaux. Et 99 fois sur 100, la préparation a été satisfaisante, ce qui n'est pas rien. Et donc, pour 82 malades, il y a une réponse qui est, pour 54, ça fait 55%, et complète, partielle pour 28, et quelques malades pour lesquels le résultat est moins bon. Donc, c'est quand même globalement un assez bon résultat, malgré à nouveau les problèmes de toxicité. Et à nouveau, c'est le même type de courbe qui montre l'effet dans le temps. Ici, c'est pendant un peu plus de 2 ans. Réponse complète, réponse partielle, réponse entre partielle, ce qu'on appelle réponse objective. C'est une dénomination un peu curieuse, mais enfin qui montre qu'un certain nombre de malades ont une réponse durable, même si elle n'est pas complète. La survie sans progression est atteinte pour presque la moitié des malades, et la survie globale, 60%. Donc pour les malades avec un cancer dont pour le pronostic vital était engagé immédiatement, c'est franchement un bon résultat. Et à nouveau, on peut montrer qu'en parallèle du contrôle du lymphome, on peut détecter, ici c'est pendant 6 mois, mais même plus longtemps, on peut détecter ces cellules T CAR qui circulent dans la circulation sanguine, donc qui montrent que l'effet persiste et n'a pas été juste un élément très, très bref qui aurait été insuffisant. Si on synthétise les données concernant les lymphomes, pour différents types de lymphomes, et que le taux de réponse des différentes études qui ont été publiées à ce jour se situe quelque part entre 60 et 80%, ou un peu plus, et qu'on obtient par exemple pour ces lymphomes-là dont je vous ai parlé tout à l'heure, 40 à 50% de malades qui ont une réponse durable, donc ce qui commence à être appréciable. Je ne vais pas détailler tous les chiffres, mais on a quand même, alors si on prend les choses, la bouteille à moitié vide, 50% de réponses non persistantes, donc il y a une rechute, mais la bouteille à moitié pleine, 50% de réponses persistantes, et ça c'est un très très bon résultat. Bien sûr, problème de la toxicité, j'y reviendrai, et le fait que ces résultats soient incomplets suggère de chercher à trouver des approches complémentaires, des stratégies d'amélioration. On en discutera tout à l'heure, j'espère, si on a le temps. Leucémie aiguë lymphoblastique B, donc troisième indication. Les tout premiers malades traités ont été des enfants, historiquement, publication en 2013, donc des enfants en rechute de leur leucémie, chez lesquels même stratégie d'injection de CAR-T avec une certaine toxicité, mais la détection de ces cellules dans le sang, premier patient, deuxième patient, dans la moelle osseuse et même dans le liquide céphalorachidien, sachant que les enfants peuvent avoir des atteintes leucémiques au niveau du système neuroméningé, donc associées à une certaine efficacité, mais des rechutes. Et rechutes, par exemple, on reviendra sur cette notion, c'est un phénomène qu'on a vu déjà de façon récurrente, c'est la sélection de cellules tumorales qui perdent l'antigène, en l'occurrence de cellules blastiques qui n'expriment plus CD19. Il n'y a plus de molécules CD19 dans la plupart des lymphocytes B leucémiques, donc du coup ils ne sont plus tués par les cellules, par les CAR-T. Donc c'est un des mécanismes, ce n'est pas le seul, mais un des mécanismes par lequel la leucémie le cancer donc peut échapper à cette immunothérapie par CAR-T, par sélection de cellules qui perdent l'antigène. Mais globalement, résultats à nouveau qui sont relativement intéressants, par exemple cette série, 30 patients, enfants et adultes, atteints de leucémie aiguë lymphoblastique B réfractaire, donc il y avait déjà eu plusieurs lignes de thérapeutique, 90% de réponse, c'est quand même pas mal, à nouveau ce problème de toxicité. Si on regarde les résultats 6 mois après, il y en a 67% en rémission, et encore 50%, comme vous pouvez le voir sur la suite de la courbe, au bout de 2 ans, donc ce qui est assez encourageant, sur la possibilité d'un effet persistant. De façon variable, on va détecter les cellules dans le sang, et à nouveau, ça corrèle plutôt avec l'efficacité. Je passe quelque chose que je vous ai déjà montré. On peut montrer que le traitement est d'autant plus efficace que la masse de cellules leucémiques avant la thérapeutique est plus légère. C'est ce que montrent ces chiffres ici. C'est plus clair, excusez-moi. C'est plus clair sur cette courbe-là, parce que si on distingue en bas les malades qui n'avaient pas de maladie résiduelle détectable au moment du traitement, les résultats sont meilleurs dans cette série-là
que ceux pour lesquels il y avait une maladie résiduelle, donc la présence de cellules leucémiques, ou une autre façon de résultat, s'il y a très peu de cellules leucémiques, on a cette courbe de survie sans progression de la leucémie, 35% ici, alors que s'il y avait beaucoup de cellules leucémiques présentes au moment du traitement, le résultat est beaucoup moins bon. Donc, ce qui veut dire qu'il faut essayer par d'autres méthodes de réduire autant que faire se peut la masse de cellules leucémiques avant de faire cette immunothérapie. Donc, plus il y a de lymphocytes T antitumoraux, plus de CAR T, moins de cellules cibles, meilleur sera le résultat, ce qui intuitivement paraît logique, mais qui est montré par ces résultats. Si on voit les résultats à une échelle plus large, un plus grand nombre de patients sur des séries plus récemment décrites, et ici donc combinant des traitements d'enfants et de jeunes adultes atteints de leucémie aiguë lymphoblastique pré-B réfractaire. Et vous pouvez lire, sur 92 patients, il y a eu des malades qui n'ont pas pu être traités parce qu'on n'a pas pu générer les CAR T, cet échec technique, des décès pendant la période qui précédait l'injection ou d'autres problèmes. Mais quand même, et le résultat important, c'est qu'en intention de traiter, comme on dit, qui est la façon la plus juste d'évaluer une thérapeutique, la réponse, pas complexe mais complète, une petite erreur de lettres ici, est obtenue dans 81% des cas. Durée de rémission jusqu'à 20-22 mois, 60% des malades, donc ça commence à être vraiment des résultats intéressants. Et avec un effet stable, comme vous pouvez le voir, il y a un plateau. Donc on peut espérer que ces malades-là, qui ont passé 1 an après traitement, qu'il y ait une rémission qui va être encore plus durable, même si on ne peut pas être 100% sûr tant qu'on n'a pas un recul plus important. La toxicité que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises, qu'on retrouve ici encore, avec des malades qui décèdent alors même qu'ils n'ont pas de maladie leucémique dans certains cas, peut-être elle peut être améliorée paradoxalement en diminuant l'efficacité de la thérapeutique. C'est-à-dire que si on diminue l'affinité du récepteur pour l'antigène, pour la molécule CD19, comme ça a été fait dans ce travail, donc on a modifié le récepteur pour le rendre un peu moins affin de la molécule CD19. Et bon, ce sont des données préliminaires, d'ailleurs en partie contradictoires, mais en termes de toxicité, on observe qu'il y a, dans cette série de 14 malades, c'est une petite série, il faut être prudent, mais ils n'ont pas observé de syndrome de relargage de cytokines sévère, ni de neurotoxicité. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Une réponse complète 12 fois sur 14, ça c'est bien, mais néanmoins, sur le moyen long terme, les résultats sont quand même moins bons. Donc se pose la question de savoir si, est-ce qu'en améliorant le problème de la toxicité, en réduisant l'affinité, on ne perd pas de l'efficacité. Donc il y a une balance qui n'est pas très simple à établir entre l'efficacité du traitement et la toxicité du traitement. Je vais passer ça pour ne pas être trop long. Juste globalement, donc pour les leucémies aiguës lymphoblastiques, chez l'adulte, on a des taux de réponse entre 83 et 93%, donc ça commence à être très très élevé. Chez l'enfant, entre 68 et 90. Ce qu'on ne sait pas bien chez l'adulte, c'est dans quelle mesure l'effet est durable. Donc il y a des stratégies qui combinent le CAR T avec l'allogreffe ensuite pour obtenir un effet plus durable. Et chez l'enfant, comme vous pouvez le lire, environ 25% des patients ont une rechute qui est liée à la perte de CD19, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si j'ai le temps, je vous en reparlerai encore. Et il y a éventuellement l'idée de combiner avec un CAR T qui cible une autre molécule des lymphocytes B, CD22, en jouant donc sur l'immunothérapie sur 2 cibles pour obtenir encore un meilleur résultat. On en reparlera peut-être tout à l'heure. 4e et dernière maladie qui a fait l'objet de traitements avec les CAR T, c'est le myélome, donc qui sont des tumeurs, des plasmocytaires, présentes surtout dans la moelle osseuse, mais qui peuvent être présents de temps en temps disséminés dans d'autres parties du corps. Donc là, il y a plusieurs études qui sont plus préliminaires, et avec le même principe de CAR T, mais utilisant plutôt une autre molécule qui s'appelle BCMA, c'est toujours une molécule membranaire, qui est exprimée à la surface des lymphocytes, en l'occurrence des plasmocytes, avec l'idée donc de ne pas être toxique par ciblage d'autres cellules. Donc là, dans l'étude, je vais vous montrer les résultats. 33 patients traités dans des formes sévères de la maladie, 85% de taux de réponse, qui est très très bon, mais on retrouve la toxicité dont je vous ai déjà parlé, à travers le relargage de cytokines et l'atteinte neurologique. Et on peut montrer que chez les malades qui ont reçu un nombre de CAR T qui est supérieur à 150 millions, on a une survie sans progression qui n'est pas négligeable, même si, comme vous voyez, il y a malheureusement des rechutes qui surviennent au cours du temps, mais il y a encore à 21 mois, 30% de patients qui ont une maladie stabilisée. Pour les malades qui soit n'auraient pas reçu de traitement
qui ont reçu un nombre insuffisant de CAR-T, donc il y a un aspect quantitatif ici, les résultats ne sont pas bons. Donc ceci est plus préliminaire. Disons que la conviction de démonstration, si je puis dire, d'efficacité de cette stratégie pour les myélomes nécessite encore d'être confirmée par d'autres études, mais bien sûr, c'est une piste de recherche intéressante dans ce contexte. Et donc d'autres cibles peuvent être envisagées. Alors, à partir de ces résultats, qui sont pas parfaits, on l'a vu, loin de là, mais quand même tout à fait significatifs et permettant de faire vivre des patients qui étaient quasiment certains de mourir atteints de différents types de leucémie ou de lymphome. Est-ce qu'on peut envisager une extension pour traiter les tumeurs solides? Ce qui est une question gigantesque, puisque, bien évidemment, la plupart des cancers sont des tumeurs solides. Je sais pas, cancer du poumon, cancer du pancréas, cancer du rein, etc. On a déjà abondamment parlé. Donc là, la problématique est plus complexe, évidemment, sinon les choses auraient déjà été faites. Il y a la problématique de la molécule cible. À nouveau, il faut choisir une molécule qui n'est pas exprimée par une cellule vitale. Donc, si vous avez une tumeur du poumon, si tout le poumon exprime la molécule, ce n'est pas possible de traiter puisque vous allez détruire les poumons. C'est juste pas possible. Il y a la problématique de migration des cellules, notamment, par exemple, pour les tumeurs neuroméningées, qui sont souvent de mauvais pronostics. Il faut que les cellules franchissent la barrière hématoméningée, ce qui n'est pas simple. Il y a quelques astuces qui ont été envisagées. Je n'aurai probablement pas le temps de vous en parler. Et puis, il faut que les cellules T diffusent au sein de la tumeur. On retrouve une problématique qu'on a discutée, mais qui était pourtant légèrement moins complexe, lorsqu'on a parlé d'utilisation des anticorps permettant de réactiver des lymphocytes T épuisés, où il fallait que ces lymphocytes T épuisés puissent gagner le centre de la tumeur. Et là, la problématique va être la même, mais de façon à un degré de complexité supplémentaire, c'est que les lymphocytes T qu'on va injecter, il faut qu'ils arrivent à gagner la tumeur, qui résistent au micro-environnement immunosuppresseur dont je vous ai abondamment parlé, lié aux fibroblastes, aux macrophages, etc. etc. Et ça, c'est en l'occurrence un défi fort complexe. Alors, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Il y a pas mal de tentatives qui ont été lancées, mais avec des résultats modestes. Brièvement, lorsqu'il s'agit de cibles non spécifiques de tumeurs, donc on accepte une possible toxicité sur d'autres organes, par exemple sarcome en visant herbe B2, mais cette molécule peut être exprimée par les poumons, donc il peut y avoir une toxicité au niveau des poumons, ou la molécule CECAM5 pour les tumeurs gastro-intestinales, mais il y a aussi une toxicité sur les épithéliums digestifs ou respiratoires, donc qui en limite considérablement la stratégie. D'autres, je vais, pour ne pas être trop long, vous voyez simplement par la liste qu'il y a pas mal de stratégies envisagées, mais en fait, elles sont toutes, à vrai dire, trop toxiques pour l'instant, par le fait qu'il y a aussi le ciblage, par les CAR-T de cellules non cancéreuses. Et puis l'approche alternative, c'est le ciblage tumeur spécifique en ciblant les néo-antigènes. On y revient, évidemment, d'une certaine façon, c'est plus élégant et a priori moins toxique, par exemple avec des mutations du gène qui code pour le EGF récepteur, le récepteur du épithélial growth factor. Mais là, on a l'autre problème en miroir qui réintervient, c'est la sélection de cellules tumorales qui n'expriment plus le néo-antigène. Donc cette balance complexe n'a pas été à ce jour complètement résolue. Les histoires de migration, de difficultés de migration des cellules peuvent être peut-être en partie améliorées, disons, par non pas une injection par voie veineuse, mais loco-régionale à proximité de la tumeur. C'est une possibilité, mais qui mérite explosion. Un ou deux exemples de tentatives, vous allez voir plutôt parfois héroïques. Ici, c'est un patient avec un glioblastome, donc une tumeur extrêmement sévère du cerveau, où les chercheurs ont répété des injections de CAR-T en intracérébral, donc pour éviter les problèmes de diffusion à travers la barrière hématoméningée, soit dans la cavité tumorale après résection chirurgicale, soit dans les ventricules du cerveau, d'un CAR-T qui reconnaît un antigène associé à la tumeur qui s'appelle IL-13 récepteur alpha-2. Et ils ont obtenu un certain résultat, mais au prix de thérapeutiques extrêmement lourdes, sans trop de toxicité et une régression tumorale sur 75 mois. Vous avez ici des images de régression tumorale à partir des images de scanner. Ces images-là, T6 par exemple, vous voyez qu'elle a quasiment disparu. T7, c'est encore plus spectaculaire. Des tumeurs ici au niveau de la moelle épinière,
T8 et d'autres images dans le cerveau. Donc ce sont des relatifs succès, mais des succès qui sont des cas cliniques, qui ne sont malheureusement pas des stratégies qu'on peut pour l'instant aisément généraliser. Je vais passer ça pour aller plus vite et discuter un élément important. Alors revenons à ce qui est à peu près établi, c'est-à-dire le traitement par CAR-T de leucémie, de lymphome, leucémie aiguë ou chronique et de lymphome, et discuter un instant cette problématique de la toxicité, qui est de deux types. Donc le relargage de cytokines qui provient des lymphocytes T activés, après réponse immune engagée contre les cellules leucémiques, libération de cytokines comme l'interleukine 6, comme l'interféron gamma, il y a encore l'interleukine 1. Certaines de ces cytokines activent les macrophages, et les macrophages, en retour, produisent d'autres cytokines. Et donc, globalement, ça provoque des problèmes vasculaires assez sérieux, des anomalies du foie, et des défaillances respiratoires qui peuvent être mortelles. Donc, c'est vraiment une problématique majeure. Donc, on a, avec le temps, appris à connaître cette toxicité, et aujourd'hui, il y a des moyens d'action, mis à part les corticostéroïdes, la neutralisation d'une cytokine qui est l'interleukine 6 par des anticorps qui la reconnaissent, qui apporte un bénéfice indiscutable. Donc, on a progressé sur cette affaire, mais malheureusement, c'est ce qui est montré là, et je vais passer. Il y a une seconde ligne de toxicité, c'est la neurotoxicité, pour des mécanismes qui ne sont pas très, très bien compris, mais l'injection de ces CAR-T provoque une activation des cellules endothéliales qui bordent les vaisseaux, une augmentation de la perméabilité entre les vaisseaux et les tissus extravasculaires et au niveau cérébral, et qui provoque des problèmes sérieux, comme vous pouvez lire, délire, aphasie, convulsions, œdème cérébral, hémorragie intracérébrale et aussi parfois mort. Et on comprend encore une fois moins bien le mécanisme d'activation endothéliale via cette réponse immunitaire mise en jeu par les CAR-T. Et donc il y a des moyens de prévention, mais qui ne sont pas encore complètement efficaces. Je vais passer ça pour pouvoir aller un peu plus loin dans les sujets que je voudrais discuter. Et discuter donc des conditions d'efficacité, de résistance et de prédiction. Dans quelle mesure on peut prédire qu'un patient va répondre ou pas, et qu'est-ce qui fait qu'un patient répond ou pas à l'injection des CAR-T. Je pense que c'est une question importante qu'il faut discuter. Il y a plusieurs aspects. Un aspect important, un peu technique, c'est la lymphodéplétion. Ça veut dire qu'on a plus de chances que les CAR-T s'expandent et donc soient ensuite actives si on réduit la masse de lymphocytes, y compris les lymphocytes normaux, donc plutôt par une chimiothérapie, par exemple celle-là qui associe cyclophosphamide, la fludarabine. C'est un des éléments importants qui permet l'efficacité. Évidemment, ce qui intervient ensuite, c'est la possibilité, éventuellement d'ailleurs par la chimiothérapie, de détruire des cellules immunosuppressives dans le micro-environnement de la tumeur, y compris dans la moelle osseuse, comme les lymphocytes régulateurs, des macrophages suppresseurs, d'avoir une action anti-inflammatoire au niveau de la tumeur. Donc ceci peut jouer, et puis on peut définir des facteurs de prédiction parce que, en fonction du type de profil cytokinique présent chez les malades, par exemple, c'est juste un exemple, mais le fait d'avoir beaucoup de chémokines de type MCP1 et de cytokine IL-7 dans le plasma des malades, qui va avoir un effet d'attraction et d'activation des lymphocytes T, des CAR-T, et de bons pronostics. Alors qu'à l'inverse, à contrario, peu de chémokines MCP1, peu de IL-7 font qu'il y a une moindre expansion des cellules, enfin c'est associé plus exactement à une moindre expansion des CAR-T et une moindre efficacité. Donc on peut commencer à définir des facteurs, et quelques autres sur lesquels on va revenir, qui probablement sont liés à la capacité in vivo d'expansion et d'action des lymphocytes T modifiés, donc des CAR-T, même si on n'est pas complètement au fait encore de la maîtrise de ce phénomène d'efficacité. Donc les conditions d'efficacité, c'est que les cellules aillent au bon endroit, là où sont les sites pathologiques, que l'architecture de la tumeur permet plus ou moins facilement leur pénétration, leur survie, leur expansion, donc et l'attraction, donc ça joue en partie sur la présence de bonnes chémokines et des bonnes cytokines, comme je viens de vous le montrer à l'instant à propos de MCP1 et de l'IL-7. Et à contrario, il y a les éléments de résistance. Donc la résistance, elle peut être primaire, ça veut dire que les lymphocytes T qu'on va injecter, ils ne sont pas, entre guillemets, de bonne qualité. Ils sont dysfonctionnels. Et je pense que si vous avez suivi les cours précédents,
j'ai évoqué la dysfonction de lymphocytes intratumoraux liée à toute une série de mécanismes. Alors là, il ne s'agit pas de lymphocytes intratumoraux, mais malheureusement, il peut y avoir de façon systémique des modifications des lymphocytes chez les sujets porteurs de cancer, notamment dans des leucémies lymphoïdes chroniques, qui font que ces lymphocytes, même si on les modifie par l'expression du CAR-T, ne vont pas être très efficaces en termes de capacité d'activation et d'expansion, et donc une immunité antitumorale limitée. La résistance peut être liée, je l'ai déjà évoqué, au micro-environnement immunosuppresseur, et aussi par exemple à la production de TGF-bêta. Je vais vous illustrer cela, et qui réduit l'efficacité de CAR-T. Résistance secondaire, je l'ai déjà un tout petit peu évoqué, c'est la perte d'expression de la molécule cible. Donc des formes de leucémie où CD19 n'est plus exprimé du tout, ou partiellement moins, fait que, évidemment, il y a maintenant résistance de la tumeur, en l'occurrence de la leucémie, au CAR-T. On a observé aussi des modifications des lymphocytes B pathologiques qui acquièrent des marqueurs myéloïdes, qui commencent à ressembler à des monocytes macrophages, et qui font qu'ils deviennent résistants au traitement. Et puis on peut même avoir un phénomène qui peut paraître étonnant, mais qui a été décrit, c'est que le patient développe une réponse immunitaire contre le CAR-T. Ce qui n'est pas absurde, puisque le CAR-T est une molécule chimérique nouvelle, c'est en soi un néo-antigène. Donc ce néo-antigène peut être reconnu par d'autres lymphocytes T, ou des anticorps, pourquoi pas, et ainsi, il en résulte l'élimination des CAR-T. Donc cette problématique doit aussi entrer en ligne de compte, parce que c'est un élément possible de résistance secondaire qui s'ajoute aux autres. On peut résumer la situation pathologie par pathologie, des échecs. Si on prend le cas des lymphomes à grandes cellules, donc il y a encore une fois deux types de CAR-T en fonction de la région intracytoplasmique. À chaque fois qu'il y a un petit bonhomme ici, ça veut dire un échec. Voilà, la population de malades, une fois de temps en temps, il va y avoir échec parce qu'on n'est pas capable de produire les CAR-T. Ensuite, de façon non rare, il va y avoir une résistance primaire, parce que les lymphocytes sont de mauvaise qualité, par exemple, entre guillemets, comme on l'a vu. Et puis ensuite, il peut y avoir donc rémission complète, mais rechute, soit rechute avec perte de l'antigène, de CD19, soit des cellules qui expriment CD19, mais qui échappent quand même au traitement, si bien qu'in fine, on n'a qu'une certaine fraction des malades chez lesquels le traitement a réussi. Dans le cas de la leucémie lymphoïde chronique, même, il y a aussi à nouveau les deux types de CAR-T. De temps en temps, il y a un échec de préparation. Là, il y a beaucoup plus souvent des résistances primaires, sans doute liées à la qualité moindre des lymphocytes du patient utilisés pour être modifiés pour l'expression du CAR-T. Il y a de temps en temps des rechutes plutôt sans perte de l'antigène et des réponses, mais quand même, in fine, moins que dans le cas des lymphomes. Dans le cas des leucémies aiguës lymphoblastiques, de temps en temps des échecs de la procédure, rarement des résistances primaires. On a vu que 80-90% des malades répondaient, mais des rechutes fréquentes, surtout des rechutes sans perte de CD19, donc ils ne sont pas liés à la perte de l'antigène, mais à la résistance des cellules leucémiques par les autres mécanismes que j'ai évoqués, de temps en temps par perte de CD19, ce qui fait qu'au très long cours, il y a moins de malades qui sont en rémission, sauf si, en plus, on fait une greffe de moelle osseuse. Il y a l'autre type de CAR-T qui utilise la région intracytoplasmique issue de B4BB, donc différent de CD28, où là, vous voyez, c'est intéressant parce qu'en fonction de la molécule elle-même, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. Là, il y a plus de rechutes liées à la perte de l'antigène. Donc on ne comprend pas encore pas très, très bien comment les choses se passent, et peut-être des résultats un peu meilleurs. Donc la signalisation des CAR-T dans les lymphocytes qui expriment la séquence de 4-1BB dans la région intracytoplasmique du CAR est peut-être plus efficace pour avoir une réponse prolongée, par exemple, et permettre, dans un plus grand nombre de malades, d'éviter la rechute de la leucémie plutôt que l'élément de transduction CD28, ce qui montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour optimiser ces CAR-T et trouver trouver les meilleures séquences possibles, certes au niveau de la reconnaissance de l'antigène, mais ensuite, c'est le point là, dans les étapes de signalisation, la mise en jeu de l'activation des lymphocytes T, ce qui est évidemment un phénomène complexe et loin d'être totalement maîtrisé. Voilà, on va passer ça pour aller plus loin, et sinon...
on ne pourra pas aller au bout de cette chose que je voudrais vous dire. Alors, voilà l'exemple de ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est un exemple sur ce dessin de résistance par perte de CD19. Hein. Vous avez soit par une mutation directe du gène, soit une mutation qui concerne sa région régulatrice, perte de l'expression de la molécule CD19 à la surface des lymphocytes B. Et alors en plus, il peut se passer un autre phénomène qui est quand même particulièrement entre guillemets vicieux, mais qui a des conséquences, c'est que lorsqu'un lymphocyte T tue un lymphocyte B, donc c'est ce qu'on attend de ce CAR T, il va arracher des morceaux de la membrane du lymphocyte B qui va être exprimé, du coup, qui va s'intégrer à la surface du CAR T. Et la conséquence, c'est que ce CAR T qui maintenant exprime CD19 va être tué par d'autres CAR T. C'est un peu fou, mais ce phénomène a été démontré et participe de la résistance à l'efficacité des CAR T. Donc on a ici deux éléments, la diminution de l'expression dont je vous ai déjà parlé, et qui est importante pour certaines formes de traitement des leucémies avec un certain type de CAR T, plus la destruction des CAR T par d'autres CAR T par absorption passive de CD19. Mais on peut trouver des moyens sans doute de compenser, modifiant à nouveau un peu la structure des CAR T pour éviter ce problème. Prédiction d'efficacité, ça c'est un point évidemment très important. Facteur de pronostic, on l'a déjà dit, c'est avant l'injection qu'il y ait relativement peu de cellules malignes présentes. C'est plus ou moins évidemment aisé à obtenir en fonction de la réponse aux autres traitements. Et un deuxième point que j'ai déjà évoqué, c'est entre guillemets la qualité des lymphocytes, c'est-à-dire que ces lymphocytes n'est pas ces fameux marqueurs d'épuisement dont j'ai parlé abondamment à propos de la résistance en général à la réponse immune des cancers et la résistance en partie au traitement par les anticorps monoclonaux. Donc la même problématique existe ici et peut influencer l'efficacité. Et ensuite, après l'injection, on a observé que les éléments de bon pronostic, c'est que la durée d'aplasie, c'est-à-dire disparition des lymphocytes B totaux, donc y compris les lymphocytes B normaux, est plus longue. Ça, c'est donc ce qui suggère une très bonne efficacité de destruction des lymphocytes B, y compris des lymphocytes B malins. C'est ce qu'on a vu dans les leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant. Et puis, ça je l'ai aussi montré tout à l'heure, l'expansion et la persistance des CAR T est un élément de bon pronostic. Et on peut montrer que dans les situations d'échec, si on arrive à la conclusion de cette étude, dans cette étude, il a été possible de prédire, d'avoir un diagramme prédictif fondé finalement sur l'expression d'une seule molécule, LAC3, qui est exprimée, qui est associée à l'épuisement des lymphocytes T. C'est dans le traitement un peu plus de 42 malades par des CAR T qui avaient une leucémie aiguë lymphoblastique, leucémie aiguë lymphoblastique B. Ils ont montré que la capacité d'activation des lymphocytes T, par exemple, produire du CD8, était liée à une expression faible de LAC3, LAC3 donc la molécule inhibitrice, et qu'en plus, in vivo, c'est ce qui est le plus important, la plupart des malades qui ont répondu sont des malades même c'est la totalité des malades qui ont très peu de LAC3, et ils ont pu définir un seuil très précis d'expression de LAC3 qui font que si on est en dessous de ce seuil, tous les malades répondent, alors que si ce seuil est dépassé, donc il y a une expression un peu plus importante de cette molécule qui témoigne d'un épuisement, donc entre guillemets d'une mauvaise qualité des lymphocytes T, les résultats sont beaucoup moins bons. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une des premières études qui essaie de définir a priori un marqueur, et il y en aura sûrement d'autres, et les choses se deviendront plus subtiles encore, qui permettent d'envisager avec plus de précision l'efficacité du traitement. Et donc, évidemment, la conclusion est que l'efficacité du traitement dépend, et ce n'est pas une grande surprise, des caractéristiques fonctionnelles des lymphocytes T utilisés pour générer les CAR T. Donc, ce qui s'est passé en amont chez le malade, ça c'est trop long, et donc je vais le passer. Et je voudrais vous dire quelques mots pour terminer sur comment on peut faire mieux, même si les résultats obtenus depuis une dizaine d'années sont quand même déjà importants. Mais évidemment, il reste, comme vous l'avez entendu, beaucoup de pistes d'amélioration, puisqu'il y a encore beaucoup d'échecs dans le traitement des leucémies, lymphomes, etc. Et puis, guerre d'application à ce jour pour les tumeurs solides. Les stratégies d'amélioration, ça peut être en combinant plusieurs types de CAR T. Si on cible 2 molécules, évidemment, si on en perd une, comme on l'a vu tout à l'heure pour CD19, on peut espérer que le deuxième CAR continue d'agir. Donc il y a quelques éléments
quelques essais cliniques qui ont débuté en ce sens. Dans les modèles animaux, il y a des résultats très probants et il y a quelques essais cliniques en cours. Le petit risque, c'est qu'on ait une toxicité plus importante aussi. Donc, à nouveau, il faut arriver à faire la part des choses entre toxicité acceptable et meilleure efficacité. On peut modifier donc le CAR-T pour qu'il soit plus affin, moins affin, mais à nouveau, on a vu qu'à l'égard de la molécule cible, mais qu'à nouveau, on est dans cette difficile balance entre toxicité et efficacité. Alors, on peut modifier les CAR-T pour les rendre, par exemple, ça c'est une stratégie difficile mais intéressante, universelle. C'est-à-dire que si on enlève les molécules HLA, par exemple, ou si on enlève le TCR endogène de lymphocyte T, on peut éventuellement préparer des CAR-T qui seraient utilisables chez plusieurs individus et non plus strictement, uniquement chez le malade que l'on cherche à traiter. L'intérêt, c'est qu'on pourrait générer des CAR-T dont on est sûr de la qualité. Je vous rappelle que dans un certain nombre de cas, un échec est lié au fait que les lymphocytes T préalables, avant d'être modifiés, ne sont pas extrêmement efficaces en termes de réponse immune. Donc on pourrait être sûr au moins de la qualité des lymphocytes T et en plus avoir des cellules prêtes à l'emploi qui seraient congelées et qui seraient utilisées à façon à chaque fois que nécessaire. C'est une stratégie intéressante qui est en train d'être, je dirais, testée à l'échelle préclinique, dans une petite mesure clinique, mais qui pose aussi des questions de persistance de ces cellules, notamment si on enlève les molécules HLA, ces cellules peuvent être détruites par les cellules NK. Donc ce n'est pas la panacée universelle, loin de là. Alors, il y a une approche intéressante aussi, qui est un peu plus complexe, mais qui a été réalisée techniquement. C'est donc, lorsqu'on fait le transfert de gènes, on place le gène du CAR-T avec un rétrovirus quelque part dans le génome de la cellule. Mais on ne contrôle absolument pas l'endroit où cela se passe. On peut, avec les stratégies actuelles, notamment les systèmes dont vous avez sûrement entendu parler, de recombinase associés à un ciblage précis du génome, avec le CRISPR-Cas9 par exemple, ou d'autres systèmes, on peut envisager de placer le gène de CAR-T exactement là où physiologiquement est situé le gène du récepteur T, une des deux chaînes du récepteur T pour l'antigène. Donc on place dans ce cas-là le gène du CAR-T dans le contrôle physiologique pour un lymphocyte T de l'expression de ce récepteur pour l'antigène. Donc ces travaux ont été menés expérimentalement. Et on peut montrer que dans ce cadre-là, il y a plutôt une moindre expression du CAR-T que dans les conditions habituelles, mais que ce CAR-T-là est plus efficace. Donc c'est une stratégie assez, élégante, qui peut-être apportera un avantage en termes de thérapeutique, même si la genèse de ces cellules est plus lourde. Mais si on arrive à créer des systèmes de cellules universelles, comme je le discutais il y a un instant, ça réduirait la charge technologique associée. Il y a d'autres stratégies qui consistent à inactiver l'expression de gènes qui, par exemple, provoquent la mort de ces cellules, comme la molécule FAS. Donc on augmente la capacité de survie in vivo des cellules CAR-T. Il y a ce qu'on appelle des supracars, qui consistent à combiner aussi différents CAR ou des CAR qui s'activent les uns les autres ou des fragments de CAR, je ne vais pas avoir le temps d'entrer dans ces détails, mais qui pourraient démultiplier l'efficacité, notamment peut-être dans l'utilisation dans le cadre de tumeurs solides, où les CAR inductibles en série, c'est un CAR induit un autre CAR par l'induction d'un gène à l'aide d'un facteur de régulation transcriptionnelle et qui permettent d'avoir une bonne spécificité et peut-être une bonne efficacité. Et ce petit schéma, on va terminer avec ce petit schéma qui essaye de vous décrire les différentes stratégies en fonction des problèmes posés. Si on commence en petit a, donc un des problèmes, notamment pour l'application aux tumeurs solides, c'est le problème de la migration des lymphocytes T vers le tissu, par exemple le foie ou le poumon ou des ganglions. Et donc, comment essayer de pallier ce problème? Soit l'injection in situ, avec par exemple pour une tumeur cérébrale, une injection intracérébrale des CAR-T, c'est envisageable, cela est en train d'être testé, ou de faire exprimer par exemple un récepteur de chémokine qui permet à ces cellules d'être attirées par une chémokine donnée à un endroit donné. C'est une stratégie possible. Autre problème, l'hétérogénéité tumorale, on en a beaucoup discuté, et faire par exemple, typiquement, une leucémie n'exprime plus CD19, et donc, comme j'ai déjà dit, une possibilité, c'est d'essayer de combiner deux CAR, un anti-CD19, un anti-CD22, soit sur la même cellule, ou sur deux CAR qu'on ajoute
en même temps ou successivement pour traiter le malade. Troisième problématique et stratégie éventuelle, c'est la situation où, en gros, de mauvaise qualité des lymphocytes qui ne s'expandent pas bien, ne persistent pas bien, donc on a une perte des cellules et donc une perte d'efficacité. Donc une possibilité, c'est de modifier un peu plus ces lymphocytes T qui expriment le CAR avec une molécule de costimulation supplémentaire, mais il y a aussi les risques de toxicité, à nouveau ceci doit être pesé avec soin, ou l'adjonction par transfert de gènes d'une cytokine qui favorise l'expansion et la survie des lymphocytes T. Ce sont des stratégies possibles, encore une fois, à peser face à la toxicité. Et quatrième et dernier type de problème et stratégie possible, c'est lorsque les fonctions sont insuffisantes, parce que dans le micro-environnement tumoral, les cellules T sont immunosupprimées, même si elles ont réussi à rejoindre la tumeur. Par exemple, parce qu'il y a une sécrétion locale de TGF-bêta importante. Donc on pourrait imaginer d'apporter en plus des éléments régulateurs qui viennent bloquer l'interaction de TGF-bêta avec son ligand à la surface des lymphocytes T, ou d'augmenter avec les supracars, la Superman, l'efficacité locale avec un signal plus fort d'activation des lymphocytes. Donc beaucoup de pistes, énormément de stratégies qui sont actuellement en phase de recherche, surtout préclinique, mais un tout petit peu clinique. Difficile, parce qu'encore une fois, il y a une balance permanente entre efficacité et risque de toxicité qu'il faut peser évidemment avec grand soin, mais il est évident que ce domaine de recherche est en pleine expansion et que d'ailleurs aussi, dans ce qui n'est pas marqué sur ce schéma, on peut aussi envisager par exemple les combinaisons d'immunothérapie, c'est-à-dire même 3 types d'immunothérapie, la vaccination dont je ne vous ai pas beaucoup parlé, pas à peine, avec des peptides, l'utilisation des anticorps dirigés contre les molécules qui freinent la réponse immunitaire, ça je vous en ai beaucoup parlé, PD1 et CTLA4, et les CAR T-cells. On peut envisager des combinaisons diverses qui peut-être peuvent s'ajouter, voire se potentialiser, ce qui serait juste absolument remarquable. Et juste pour finir, j'espère avoir la diapo à la fin, on va passer les tumeurs solides ici. Peut-être quand même je peux vous montrer cette diapositive qui résume l'histoire présente des CAR T. Début en 2010, je l'ai dit tout à l'heure, première approbation officielle de médicaments en 2014 par la FDA aux États-Unis, puis en Europe, encore en 2017, excusez-moi, 2018. Oula. Voilà. Vous pouvez lire par exemple qu'en 2019, il y a plus de 300 essais cliniques, c'est absolument considérable en cours, pour tester diverses combinaisons telles que je viens de l'évoquer. Et donc les défis, ils sont là, c'est les défis de production des cellules, c'est quand même une thérapeutique lourde, les défis de coût, de temps nécessaire pour produire ces produits, et en termes scientifiques, de perte d'antigènes, d'avoir un effet cible spécifique et de réduire la toxicité sur d'autres cellules. Le problème de la dysfonction des cellules CAR T, le problème du micro-environnement, sont toute une série de défis scientifiques à essayer de résoudre, ce qui prendra certainement beaucoup de temps. Et je voudrais arriver à ma diapo de conclusion pour vous dire, donc, je crois qu'on peut le dire malgré ses limites, que l'invention des CAR T représente une avancée déterminante dans le traitement des cancers des lymphocytes B, ça fait beaucoup de malades, que dans une certaine mesure aujourd'hui on peut prédire l'efficacité, ce qui est évidemment important, on comprend mieux, on a réduit un peu les problèmes de toxicité, et je l'ai brièvement évoqué, il y a de très nombreuses stratégies qui sont actuellement testées pour en améliorer l'efficacité. Le défi ultime, évidemment, sera l'éventuelle possibilité, mais ce n'est pas sûr aujourd'hui, d'appliquer cette technologie au traitement de tumeurs solides. Nous verrons. Et je vous engage, si le sujet vous intéresse, de noter sur votre agenda les dates du 20 et 21 mai 2021, l'année prochaine, où aura lieu le séminaire qui aurait dû se tenir au collège ici cette année, où seront présents les meilleurs chercheurs mondiaux de ces questions et qui discuteront l'actualité de ces sujets, les CAR T, mais aussi les autres stratégies et la problématique de base concernant la réactivité immunologique contre les cancers. Je pense que ça sera un moment de faire un point d'actualité d'un sujet majeur dans le domaine de la cancérologie. Je vous remercie.